Sors de ma vue, hurla le millionnaire avant de pousser son propre fils en fauteuil roulant dans une bouche d'égout ouverte. Le fauteuil roulant se renversa, le silence emplit le trottoir et personne ne réagit. Mais ce qu'il ignorait, c'est que l'inattendu était proche. Quelque chose apparut au bout de la rue et ce qui se produisit dans les secondes qui suivirent restera gravé dans sa mémoire. Abonnez-vous à la chaîne maintenant et découvrez comment la justice peut venir de l'endroit le plus improbable. L'avenue Paulista était déjà animée à cette heure matinale, remplie de cadres pressés, de vendeurs ambulants et de touristes admirant les gratte-ciel qui dominaient l'horizon de Sao Paulo. Au milieu des klaxons impatients et du bruit incessant des moteurs, rares étaient ceux qui remarquaient le bruit métallique des roues des fauteuils roulants luttant contre les imperfections de la route. Enrique Mendonça, un jeune homme de 25 ans, manœuvrait habilement sa chaise, essayant de suivre le rythme précipité de son père, Antonio Mendonça, l'un des hommes d'affaires les plus influents du secteur immobilier de Sao Paulo. Le contraste entre les deux était flagrant. Tandis qu'Antonio marchait droit dans son costume italien impeccablement coupé, consultant constamment ses messages sur son smartphone dernier cri, Enrique affrontait chaque obstacle sur le trottoir avec une détermination silencieuse, la sueur perlant déjà sur son front malgré la brise fraîche du matin. Nous sommes en retard, se plaignit Antonio sans se retourner, accélérant seulement le pas, comme si le simple fait de prononcer ces mots pouvait accélérer le pas de son fils. Enrique ne répondit pas. Il connaissait bien ce ton empreint de frustration et d'impatience. Depuis l'accident qu'il avait laissé en fauteuil roulant il y a 7 ans, la relation père-fils était devenue un champ de mines, fait de silences gênants et d'attentes insatisfaites. Antonio n'avait jamais pleinement accepté la nouvelle condition de son fils. Pour lui, homme d'affaires prospère, habitué à surmonter les obstacles grâce à sa détermination et à son travail acharné, le handicap d'Enrique semblait être un défaut de caractère, un abandon prématuré. L'ascenseur du métro est encore en panne, dit Enrique en désignant le panneau à l'entrée de la station Brigadeiro. Il va falloir faire le tour. Antonio leva les yeux au ciel et consulta à nouveau sa montre de luxe. Cette ville est une honte. Je paie une fortune en impôts pour rien, pour que ça marche bien, grommela-t-il, mais il modifia son itinéraire et se dirigea vers la station suivante. Quelques mètres plus loin, une dame âgée portant des sacs de course sourit en reconnaissant Enrique. Bonjour, professeur. Vous manquez aux enfants. Enrique esquissa un sourire sincère. Madame Zuled, dites-leur que je reviens la semaine prochaine. Je prépare une surprise. La dame fit un signe de la main et continua son chemin. Antonio lança un regard irrité à son fils. Tes activités bénévoles. Je ne comprends pas pourquoi tu perds ton temps avec ça, alors que tu pourrais apprendre à gérer l'entreprise familiale. Enseigner la musique aux enfants défavorisés n'est pas une perte de temps, papa. C'est ma vocation. La vocation ne paie pas les factures, Enrique. Quand je ne serai plus là, qui prendra soin de l'empire que j'ai bâti? Henri soupira, las de cette conversation récurrente. Peut-être que l'Empire n'a plus besoin de moi pour continuer à exister. Antonio s'arrêta brusquement et se tourna vers son fils. Son visage était rouge d'irritation. Sais-tu combien ça coûte de t'entretenir? Les traitements, l'équipement, les adaptations de la maison, et pourtant tu refuses de t'intéresser à mon travail. Certains passants ralentirent, curieux de la discussion. Henri sentit son visage brûler de gêne. Je ne t'ai jamais demandé de payer pour quoi que ce soit. En fait, Quoi, vraiment? Tu vas dire que tu préfères vivre de la charité en jouant de la guitare sur la place. Réveille-toi, Enrique, le monde extérieur n'est pas un conte de fées. La discussion fut interrompue par la sonnerie stridente du portable d'Antonio. Il répondit aussitôt, adoptant un ton professionnel et s'éloignant de quelques pas. Enrique en profita pour prendre une grande inspiration et se ressaisir. Ce n'était pas la première fois qu'il se disputait en public, et ce ne serait probablement pas la dernière. Ses pensées furent interrompues lorsqu'il aperçut Camila Rodriguez sortant d'un taxi de l'autre côté de la rue. La jeune avocate, les cheveux bouclés tirés en arrière en un chignon lisse et un dossier rempli de documents à la main, était la seule personne du bureau de son père à le traiter avec un respect sincère.
Enrique, je suis contente de te voir, s'exclama-t-elle en traversant le passage piéton. Je suis venue vous rencontrer parce que je pensais que vous auriez besoin de ces documents avant la réunion. Antonio, toujours au téléphone, fit un geste d'approbation en voyant Camilla s'approcher. Henri sourit, reconnaissant de la présence de Camilla qui détendait la tension et sauvait la situation, comme toujours. Elle se pencha pour l'embrasser sur la joue, un geste simple qui fit battre le cœur d'Henri. Quelque chose chez Camilla l'intriguait depuis leur première rencontre. Peut-être était-ce sa détermination, son intelligence vive, ou simplement le fait qu'elle le voyait comme une personne à part entière, et non comme un simple problème à résoudre ou à tolérer. « Comment se passe le projet d'école de musique ?» demanda-t-elle, sincèrement intéressée. « La croissance a dépassé mes attentes. Nous comptons déjà près de 50 étudiants et 3 nouveaux bénévoles. C'est merveilleux. Il faudra que je passe un de ces jours pour voir ton travail. » Antonio raccrocha et s'approcha des deux hommes, interrompant leur conversation. « Super, Camilla. Allons-y. La rencontre avec les investisseurs japonais est cruciale pour le projet du nouveau complexe de Morumbi. » Il se mit en route, s'attendant à ce qu'ils le suivent sans poser de questions. Camilla lança un regard compatissant à Enrique avant de suivre Antonio. Le voyage continua sur l'Avenida Paulista, Camilla marchant désormais aux côtés de Diz et Enrique, ralentissant parfois pour le suivre. Ils parlèrent de musique, de littérature et des projets sociaux qu'ils admiraient tous deux. Pour Enrique, ce sont des moments comme ceux-là qui ont rendu supportables les engagements forcés envers l'empire commercial de son père. L'imposant bâtiment de Mendonça Incorporação apparaissait au loin, ses murs de verre réfléchissants reflétant le ciel bleu de Sao Paulo. C'était la fierté d'Antonio, un symbole matériel de sa réussite et de sa persévérance. Pour Enrique, cependant, cela ne représentait qu'une prison d'attente qui n'ont jamais été satisfaites. En approchant de l'entrée, Henri remarqua une partie du trottoir particulièrement problématique. Des années de racines d'arbres poussant sous le béton avaient créé des bosses et des fissures dangereuses. Un peu plus loin, un trou d'homme non couvert était précairement scellé, avec seulement un ruban rayé qui s'était estompé avec le temps. Fais attention avec cette partie, Enrique, prévint Camilla, réalisant la difficulté qu'il aurait à traverser. Antonio, quelques pas plus loin, se retourna avec impatience. Nous avons 15 minutes de retard. Les Japonais sont très stricts en matière de ponctualité. Son portable sonna à nouveau. C'était Déborah, sa secrétaire. Monsieur Mendonça, les investisseurs sont déjà dans la salle de réunion. Ils demandent s'il y a eu un imprévu. Le visage d'Antonio se tordit d'une expression de fureur contenue. Dis-leur qu'on arrive. Offre-leur du café et ces douceurs qu'ils aiment. Il raccrocha et regarda Enrique, qui manœuvrait toujours prudemment pour éviter les fissures dans le sol. Plus vite, pour l'amour de Dieu, nous n'avons pas toute la journée. Camilla intervint, Antonio, cette section est vraiment dangereuse. On devrait entrer par la rampe latérale. Nous n'avons pas le temps de faire le tour de tout le bâtiment, répondit sèchement Henri. Si tu n'arrives pas à suivre, peut-être aurait-il mieux valu ne pas venir. Ces mots frappèrent Henri comme un coup de poing. Il s'arrêta, fixant son père avec un mélange de douleur et d'indignation. Tu sais ce qui est ironique, papa? Ton entreprise construit des immeubles partout en ville, mais tu ne peux pas garantir que le trottoir devant ton propre immeuble soit accessible. Antonio soupira d'irritation. Le téléphone sonna de nouveau. Plus de pression, plus de retard, plus de frustration. Enrique reprit sa lutte contre le terrain accidenté, déterminé à prouver qu'il pouvait le faire, même si chaque mouvement demandait le double d'effort. C'est alors que la roue avant de son fauteuil heurta une fissure particulièrement profonde, l'empêchant de bouger. Le fauteuil d'Henri bascula dangereusement vers l'avant. Ses bras se tendirent pour tenter de retrouver son équilibre, mais son poids était déjà trop lourd. Camilla sentit le danger et s'empressa de l'aider, mais elle n'était pas assez près. « Père » appela instinctivement Henri, cherchant de l'aide. Antonio, toujours au téléphone, se retourna. Son regard enregistra la situation, mais au lieu d'agir,
quelque chose d'inattendu se produisit. Peut-être était-ce l'accumulation de frustration, le retard qui s'accumulait ou tout simplement la limite de votre patience qui était dépassée. D'un mouvement brusque et irréfléchi, il s'avança et, au lieu de stabiliser la chaise, la poussa violemment sur le côté. « Écartez-vous » hurla-t-il dans un accès de rage qui le surprit lui-même. La poussée fut décisive. La chaise perdit complètement l'équilibre et tomba sur le côté. Enrique, incapable de se protéger à temps, fut partiellement projeté, une jambe coincée dans l'ouverture de la bouche d'égout. Son corps se tordit dans une position anormale, et un cri de douleur s'échappa de ses lèvres. Le temps sembla s'arrêter. Camilla laissa tomber le porte-document et courut vers Enrique. « Mon Dieu, Enrique !» Les passants s'arrêtèrent, sous le choc. Un livreur abandonna sa moto, s'adossa au lampadaire et s'approcha pour l'aider. Les employés de l'immeuble, qui observaient la scène à travers les portes vitrées, partirent précipitamment. Un petit attroupement commença à se former autour de l'accident. Antonio resta immobile, son téléphone portable à la main, l'appel oublié. Son visage pâle contrastait avec le rouge intense des instants précédents. Il ne s'approcha pas, ne s'agenouilla pas, ne tendit pas la main à son fils tombé. Elle semblait incapable de comprendre ce qu'elle venait de faire. « Appelez une ambulance » cria Camilla en s'agenouillant près d'Henri, craignant de le déplacer mal. « N'essayez pas de le sortir de là toute seule. Il s'est peut-être blessé à la colonne vertébrale. » Henri, partiellement conscient, ressentait plus de honte que de douleur. Les regards de pitié et de stupeur qui l'entouraient étaient comme des aiguilles dans sa dignité déjà fragile. Elle essaya de dire qu'elle allait bien, qu'elle pouvait se relever toute seule, mais les mots ne sortaient pas. Le livreur, un homme noir d'une trentaine d'années, s'accroupit à côté de Camilla. « Je m'appelle Raphaël. J'ai suivi une formation de secourisme. Vérifions s'il y a quelque chose de cassé avant de le déplacer. » Il se mit à examiner Enrique attentivement, ses gestes précis et respectueux. Antonio, sortant enfin de sa transe, fit un pas en avant, mais s'arrêta. Son instinct le poussait à prendre le contrôle de la situation, comme toujours en cas de crise, mais quelque chose l'en empêchait. Peut-être était-ce la soudaine prise de conscience de ce qu'il avait fait, ou le regard accusateur de Camilla lorsque leurs regards se croisèrent brièvement. Il détourna le regard et, au lieu de s'approcher de son fils, se mit à faire ce qu'il faisait le mieux, donner des ordres. Déborah parla dans son portable, reprenant la communication avec sa secrétaire. « Venez à l'entrée principale. Enrique a eu un accident. Appelez le docteur Martins. Je le veux à l'hôpital dès notre arrivée. » Déborah, à l'autre bout du fil, semblait perplexe. « L'hôpital ? Que s'est-il passé, monsieur ? Faites ce que je vous dis, lança-t-elle, avant de raccrocher. D'autres personnes approchaient. Quelqu'un filmait avec son téléphone portable. Un autre commentait bruyamment le manque d'entretien des trottoirs de la ville. Une femme âgée priait en faisant des signes de croix à plusieurs reprises. Le chaos régnait autour du petit groupe où Enrique était allongé, tandis que Raphaël et Camilla essayaient d'évaluer ses blessures. C'est à ce moment-là qu'un événement extraordinaire se produisit. Un bruit étrange résonna au milieu du brouhaha de la foule, le claquement rythmé des sabots sur l'asphalte. Les gens commencèrent à regarder autour d'eux, confus. Quelqu'un désigna la rue latérale, « Regardez, un cheval ». Les têtes se tournèrent à l'unisson. Effectivement, un magnifique cheval blanc traversait tranquillement la rue animée. Sans selle ni harnais, juste sa longue crinière brillante, flottant doucement au vent. Les voitures ralentissaient, les automobilistes bouche bée devant ce spectacle surréaliste. L'animal avançait avec détermination, sans hâte, mais aussi sans hésitation. « D'où vient ce cheval ? » demanda quelqu'un. Un autre répondit, « Il a dû s'échapper d'une ferme du coin. » Mais il n'y avait aucune ferme près de l'avenue Paulista, juste du béton, du verre et de l'asphalte sur des kilomètres. Le cheval s'approcha de la foule, qui s'écarta instinctivement. Personne n'osa toucher l'animal, d'où émanait une présence presque surnaturelle. Il s'avança droit vers l'endroit où Henri gisait et,
à la stupéfaction générale, s'agenouilla sur ses sabots de devant à côté du jeune homme. Le silence qui suivit fut absolu. Pas de klaxon, pas de voix, pas de bruit constant de la grande ville, juste la respiration lourde du cheval et de légers hennissements occasionnels. L'animal baissa la tête, effleurant l'épaule d'Henri du museau, comme en signe de réconfort ou de reconnaissance. Henri, toujours abasourdi, leva sa main tremblante et caressa l'encolure du cheval. Ses yeux se remplirent de larmes, non pas de douleur, mais d'une émotion qu'il ne pouvait nommer. Camilla observait la scène, incrédule. Raphaël, le livreur, s'était légèrement éloigné, aussi stupéfait que les autres. Antonio restait figé au loin, le visage imprégné d'incrédulité. Partout, les téléphones portables enregistraient ce moment extraordinaire, le cheval blanc agenouillé à côté du jeune homme tombé, l'homme d'affaires au loin observant la foule dans un silence respectueux. On aurait dit un tableau de la Renaissance au milieu du chaos urbain de Sao Paulo. Lorsque l'ambulance arriva enfin, la sirène brisant le silence quasi sacré qui s'était installé, le cheval se releva lentement. Il recula de quelques pas, laissant les ambulanciers s'approcher, mais ne s'éloigna pas complètement. Il resta vigilant, tel un gardien silencieux. Les ambulanciers, d'abord déconcertés par la présence de l'animal, se concentrèrent bientôt sur leurs tâches. Ils ont examiné Enrique avec une efficacité professionnelle et ont constaté que, miraculeusement, il n'avait subi aucune blessure grave. Sa jambe, coincée dans la bouche d'égout, présentait des contusions et peut-être une légère entorse, mais rien n'était cassé. La principale inquiétude était la possibilité d'un traumatisme médulaire dû à la chute. Camilla tenait la main d'Enrique tandis qu'on le préparait pour le transport. « Je t'accompagne à l'hôpital », lui assura Enrique. Elle hocha la tête, les yeux fixés sur le cheval blanc qui restait à proximité, impassible au milieu du tumulte. « Tu t'es vu » demanda-t-elle faiblement. « Il s'est agenouillé pour moi. » Camilla lui serra la main. « Oui, je l'ai vu. Tout le monde l'a vu. » L'ambulance était prête à partir. Raphaël, le livreur, s'approcha de nouveau. « J'ai tout vu » dit-il à Camilla à voix basse, mais suffisamment fort pour qu'Antonio, encore à quelques mètres, l'entende. Si vous avez besoin de quelqu'un pour confirmer ce qui s'est passé, laissa-t-il sa phrase en suspens, pleine de sens. Antonio finit par réagir et s'approcha du brancard où Enrique était placé. « Je vous accompagne » déclara-t-il d'un ton qui ne souffrait aucune objection. Mais, à sa surprise, ce fut Camilla qui répondit « Je ne pense pas, monsieur Mendonça. Vous avez une réunion importante, vous vous souvenez ? Les investisseurs japonais vous attendent. » Son ton était poli, mais une dureté inhabituelle se lisait dans son regard. « Je m'occupe d'Enrique. Je peux appeler Madame Clarisse pour qu'elle nous rejoigne à l'hôpital. » Clarisse était la mère d'Enrique, l'ex-femme d'Antonio, avec qui il entretenait une relation cordiale, quoique distante, depuis leur divorce 10 ans plus tôt. Antonio hésita, partagé entre l'indignation d'avoir été renvoyé et le soulagement de ne pas avoir à affronter immédiatement les conséquences de son acte. Il choisit d'acquiescer d'un signe de tête raide, ajustant sa cravate, comme si ce geste pouvait lui redonner son sang-froid. « Tenez-moi au courant » dit-il sèchement, avant de se retourner et de se diriger vers l'entrée du bâtiment. La foule s'écarta pour lui, certains avec des regards accusateurs, d'autres simplement curieux. Les portes automatiques du bâtiment se refermèrent derrière lui, le coupant momentanément du monde extérieur, mais pas de sa conscience troublée. Pendant ce temps, l'ambulance partait avec Enrique et Camilla. À la surprise générale, le cheval blanc se mit à descendre tranquillement la rue, dans la même direction que le véhicule de secours. Certains tentèrent de le suivre, fascinés, mais le perdirent bientôt de vue au milieu de la circulation. À l'hôpital, Enrique fut rapidement pris en charge. Les examens préliminaires confirmèrent l'absence de fractures, seulement des contusions et des abrasions. Le médecin, un homme aux cheveux gris et à l'air bienveillant, semblait plus préoccupé par l'état émotionnel du jeune homme que par ses blessures physiques. « Tu as eu beaucoup de chance » dit-il en examinant les résultats du test. « Des chutes comme celle-là peuvent avoir des conséquences bien plus graves. »
Henri la sentit distraite. Ses pensées étaient tournées vers le cheval blanc, dans cet instant surréaliste où l'animal s'était agenouillé à côté de lui. Il y avait quelque chose dans ce geste qui le touchait profondément, quelque chose qui dépassait l'étrangeté de l'événement. C'était comme si, pour la première fois depuis des années, quelqu'un ou quelque chose s'était véritablement soucié de lui, sans jugement ni attente. « Docteur, demanda-t-il soudain, croyez-vous aux signes ?» Le médecin sourit, intrigué. « Quel genre de signe ? Je ne peux pas l'expliquer. Il s'est passé quelque chose aujourd'hui, quelque chose qui semble impossible, mais tout le monde l'a vu. » Avant qu'il puisse s'expliquer, la porte de la chambre s'ouvrit. Clarisse Mendonça entra précipitamment, le visage empreint d'inquiétude. « Mon fils, que s'est-il passé ?» Elle s'approcha du lit et serra Enrique dans ses bras avec précaution pour ne pas le blesser. Camilla, qui s'était absentée un instant pour passer quelques coups de fil, revint peu après. « Madame Clarisse, je suis ravi que vous soyez là. » Les deux femmes se saluèrent familièrement. Clarisse se retourna vers son fils, l'examinant avec les yeux d'une mère, à la recherche du moindre signe de souffrance que les médecins auraient pu négliger. « Je vais bien, maman, » assura Enrique, essayant de la calmer. Alors qu'Enrique sortait de l'hôpital de l'autre côté de la ville, Antonio Mendonça fixait sa propre image sur l'écran de son ordinateur portable. La vidéo, capturée par plusieurs téléphones portables et déjà compilée en plusieurs versions, montre clairement le moment où il a poussé la chaise de son fils. Les réseaux sociaux ont explosé de partages, de commentaires indignés et de hashtags tels que « L'homme d'affaires pousse son fils » et « Le cheval blanc est un héros ». En moins de 4 heures, l'histoire avait déjà atteint des proportions nationales. Assis dans son luxueux bureau, avec une vue panoramique sur la ville qu'il avait contribué à construire, Antonio se sentait piégé pour la première fois de sa vie. Même lors des pires crises financières ou des scandales de corruption qui ont parfois frappé le secteur immobilier, il ne s'était jamais senti aussi vulnérable. La rencontre avec les investisseurs japonais, si importante quelques heures auparavant, était devenue insignifiante face à la tempête qui s'intensifiait. Les Japonais ont annulé toutes les négociations, informa Déborah, debout à la porte avec un air sérieux. Leur représentant a déclaré qu'ils ne pouvaient pas associer leur marque à une entreprise dont le propriétaire. « À qui appartient quoi, Déborah ? » Finis ta phrase, demanda Antonio, la frustration perceptible dans sa voix. Dont le propriétaire attaque son propre fils handicapé en public, a-t-elle ajouté, soutenant difficilement le regard de son patron. Antonio ferma les yeux un instant, essayant de contrôler la colère qu'il ressentait. Ce n'était pas de la colère dirigée contre Enrique, Déborah ou même les Japonais. C'était de la colère contre lui-même, même s'il n'était pas encore prêt à l'admettre. Le service juridique fait pression pour obtenir une position officielle, a poursuivi Déborah. Les actions de l'entreprise ont déjà chuté de 7% depuis la diffusion de la vidéo. Les investisseurs sont nerveux. Antonio fit un geste de la main pour la congédier. Dites au service juridique que je prépare une note et annuler tous mes rendez-vous pour le reste de la journée. Lorsqu'il était seul, il s'autorisait un moment de désespoir. Il desserra sa cravate et se jeta dans le fauteuil en cuir, sentant enfin le poids de ses actes le frapper. Son téléphone vibrait sans cesse sur la table, appels de journalistes, messages de connaissances, notifications de nouvelles mentions sur les réseaux sociaux. Il les ignorait tous. Il n'y avait qu'un seul appel qui comptait, et il savait qu'il devait le faire, même s'il le craignait comme jamais auparavant. Rassemblant son courage, il prit le téléphone et composa le numéro de Clarisse. Il a répondu à la 3e sonnerie. Antoine. La voix de l'époque était froide et concise. Comment va-t-il ? Il y eut un silence tendu avant la réponse. Physiquement, quelques bleus, rien de grave. Émotionnellement, comment te sens-tu ? Antonio déglutit sèchement. J'ai besoin de lui parler. Il ne veut pas te parler pour le moment. Et honnêtement, je ne peux pas le lui reprocher. Clarisse, s'il te plaît. C'était un moment de Antonio ? De folie, de haine. Il y a eu des années de moments comme ça.
Mais en général, on se contente de blesser par des mots plutôt que par des actes. La dureté des paroles de Clarisse était comme un poignard. Elle avait toujours été la voix de la raison tout au long de leur mariage, la seule personne capable de lui tenir tête dans ses pires moments. Aujourd'hui, à une décennie d'intervalle, cette capacité n'a fait que s'intensifier. Je rentre à la maison avec lui, pour l'instant. Espace. Quand Henri sera prêt, s'il l'est, il me contactera. Antonio voulait protester, mais il savait que cela serait inutile. Il y a encore une chose, ajouta Clarisse avant de raccrocher. Ce cheval, tout le monde en parle. C'est presque comme. Comme si quoi? Comme si c'était un signe, Antonio, un signe de combien tu t'es éloigné de ton humanité. Le téléphone est tombé en panne. Antonio resta immobile, tenant l'appareil contre son oreille, comme s'il s'attendait à entendre autre chose. Les mots de Clarisse résonnèrent dans son esprit, il s'était éloigné de son humanité. C'était vrai. Quand il était devenu cet homme capable de pousser son propre fils, il ne pouvait plus se reconnaître. Dans la vidéo qui circule désormais dans tout le pays, dans l'appartement de Clarisse, un appartement spacieux mais confortable de 3 chambres dans le quartier de Pinheiro, Enrique était allongé sur son lit adapté, entouré d'oreillers et de couvertures. Camila était partie après s'être assurée qu'il était à l'aise, promettant de revenir le lendemain. Il ne restait plus que lui et sa mère, comme dans les premiers mois après l'accident qui l'avait laissé paraplégique. « Tu veux que je te fasse du thé ?» demanda Clarisse, assise au bord du lit, caressant les cheveux de son fils, comme elle le faisait quand il était enfant. Enrique secoua la tête. « Je voulais juste comprendre, maman. »« Comprendre quoi, mon fils ?»« Tout. Pourquoi mon père me déteste-t-il autant? Pourquoi ce cheval est-il apparu? Parce que les gens ne s'intéressent qu'aux événements spectaculaires. » Clarisse soupira pensivement. « Ton père ne te déteste pas, Henri. Il déteste ce qu'il ne peut contrôler, ton état. » Elle le confronte à sa propre impuissance, et cela est insupportable pour un homme comme lui. Henri réfléchit aux paroles de sa mère. Il y avait une vérité douloureuse en eux. Antonio Mendonça a bâti son empire à partir de rien, surmontant l'adversité grâce à un travail acharné et une détermination sans faille. Pour lui, il n'y avait pas d'obstacles insurmontables, juste des gens qui abandonnaient trop tôt. Le handicap de son fils lui rappelait constamment que certaines choses étaient hors de son contrôle, au-delà de sa capacité à les réparer ou à les maîtriser. « Et le cheval ?» demanda Henri, revenant au mystère qui le fascinait. Clarisse sourit doucement. « Je ne sais pas comment l'expliquer, mon fils. Certaines choses arrivent juste au moment où on en a besoin. » Enrique ferma les yeux, revivant ce moment extraordinaire, le doux contact du museau de l'animal sur son épaule, le regard profond et compatissant, la dignité avec laquelle il s'agenouilla, comme s'il comprenait parfaitement le sens de ce geste. « Il s'est agenouillé pour moi, maman. Personne n'avait jamais fait ça auparavant. » La voix d'Enrique se brisa à cause d'une émotion refoulée. Clarisse lui serra la main, comprenant la profondeur de ces simples mots. Dans une société qui méprisait constamment les personnes handicapées, l'acte de s'agenouiller constituait une inversion puissante de la dynamique établie. C'était la reconnaissance, le respect, l'égalité. Les réseaux sociaux sont en pleine effervescence, a commenté Clarisse en montrant sa tablette. La vidéo a déjà été vue des millions de fois. Il qualifie le cheval de messager, d'ange, de miracle urbain. Enrique a parcouru les publications, de plus en plus impressionné par l'ampleur de l'histoire. Des personnes ont affirmé avoir vu le même cheval dans différentes parties de la ville au cours des dernières semaines. D'autres juraient que l'animal avait mystérieusement disparu après avoir quitté les lieux de l'accident. Des experts en comportement animal ont été interrogés, essayant d'expliquer scientifiquement ce qui s'était passé. « C'est de la folie », marmonna Henri. Soudain, tout le monde s'en soucie. Il y avait une note d'amertume dans sa voix qui ne passa pas inaperçue auprès de Clarisse. « À quoi penses-tu, mon fils ?» Henri resta silencieux quelques instants, organisant ses pensées. Finalement, il dit : «
Je pense écrire quelque chose sur ce qui s'est passé, sur ce que cela signifie. Je pense que c'est une excellente idée, a encouragé Clarisse. Tu as toujours eu un don pour les mots. En fait, avant l'accident, Enrique rêvait d'être écrivain. La musique est venue plus tard, comme une thérapie qui s'est transformée en passion et en vocation, mais les mots ont toujours été son premier amour, sa façon de donner du sens au monde. Cette nuit-là, tandis que Clarisse dormait dans la pièce voisine, Enrique restait éveillé, tapant furieusement sur son ordinateur portable. Les mots coulaient comme jamais auparavant, portés par une clarté émotionnelle qui le surprenait. Il a écrit sur l'expérience de grandir en étant considéré comme un problème à résoudre ou à tolérer, sur l'invisibilité quotidienne des personnes handicapées dans une société qui préférait ne pas regarder, sur la dignité qui lui a été refusée pendant si longtemps et qui lui a été rendue, ironiquement, par un animal sans voix. À l'aube un texte intitulé « S'agenouiller c'est voir », qui commençait ainsi. Hier, je suis tombé non seulement de ma chaise, mais aussi du dernier lambeau de dignité auquel j'essayais désespérément de m'accrocher. Je suis tombé devant une ville entière qui, comme toujours, regardait avec ce mélange de pitié et de soulagement que ce n'était pas eux sur le terrain. Mais alors, quelque chose d'impossible s'est produit. Un être qui ne parle pas, ne juge pas et n'attend rien s'est agenouillé pour moi. Et dans ce simple geste, j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant, le respect. Camilla a été la première personne à qui Enrique a envoyé le texte. Elle arriva à l'appartement quelques heures plus tard, les yeux remplis de larmes et la détermination renouvelée. Enrique, il faut publier ceci. C'est trop puissant pour le garder pour toi. Tu le crois vraiment? J'en suis sûr. Puis-je l'envoyer à mes contacts dans le monde du journalisme? Henri hésita un instant avant d'acquiescer. Oui, tu peux l'envoyer. Pendant ce temps, chez Mendonça Corporaçao, la crise s'aggravait. Le service marketing avait préparé une note officielle qu'Antonio refusait de signer, la jugeant superficielle et manipulatrice. Le service juridique réclamait des mesures plus énergiques, craignant des poursuites pour préjudice moral, voire des accusations de violence. Les actionnaires exigeaient une position claire et rapide pour stopper l'hémorragie boursière, qui continuait de dégringoler. Isolé dans son bureau, Antonio prit une décision radicale, appela son chauffeur et lui ordonna de le conduire à l'appartement de Clarisse. « J'ai besoin de voir mon fils », a-t-il déclaré, ignorant les protestations de ses assistants. En chemin, passant par l'Avenida Paulista, il remarqua un mouvement inhabituel près du lieu de l'accident. Un groupe de personnes s'était rassemblé, certains avec des pancartes, d'autres déposant des fleurs. Il demanda au chauffeur de s'arrêter. Sortant de la voiture, gardant ses distances, à l'abri de la petite manifestation, il observa ce qui se passait. C'était une manifestation pacifique pour l'accessibilité urbaine. Les affiches réclamaient des trottoirs sécurisés, des rampes d'accès adaptées et le respect des lois d'inclusion. Au centre du groupe, quelqu'un avait placé une grande affiche avec une photographie du cheval blanc agenouillé, en dessous en grosses lettres. Si un animal peut faire preuve de compassion, pourquoi pas nous? Antonio sentit une boule se former dans sa gorge. Il retourna rapidement à la voiture, leur ordonnant de continuer. Lorsqu'il est arrivé à l'immeuble de Clarisse, il a été arrêté par le portier. « Je suis désolé, monsieur Mendonça, mais j'ai reçu l'ordre exprès de ne pas vous laisser entrer. »« Que veux-tu dire ? » ?»« Je suis le père d'Enrique. »« Je comprends, monsieur, mais voici les instructions que j'ai reçues. Madame Clarisse m'a demandé de vous informer que vous deviez appeler avant de venir. » Frustré et humilié, Antonio retourna à sa voiture. Il essaya d'appeler Clarisse, mais il tomba directement sur la messagerie. Il appela Enrique, mais le résultat fut le même. C'est alors que son téléphone portable sonna. C'était Déborah. Monsieur Mendonça doit voir ça immédiatement. Le SMS de votre fils est sur tous les portails d'information. Ouais, c'est dévastateur. Antonio accéda à l'un des sites web recommandés par Déborah et commença sa lecture. Chaque mot d'Enrique était comme une révélation, un miroir impitoyable reflétant des vérités qu'il avait refusé de voir pendant des années. La sincérité brute du texte,
son éloquence émotionnelle, l'absence d'apitoiement sur soi-même, tout cela rendait le message encore plus puissant. Lorsqu'il eut fini de lire, Antonio avait les larmes aux yeux pour la première fois depuis de nombreuses années. « Ramène-moi au bureau », ordonna-t-il au chauffeur, la voix tremblante. Dans son appartement, Enrique recevait des appels les uns après les autres. Journalistes, militants, politiciens, célébrités, tous voulaient parler à l'auteur du texte devenu viral en un temps record. Clarisse avait assumé le rôle de tutrice, filtrant les appels et protégeant son fils du harcèlement soudain. « CNN veut une interview en direct », dit-elle en entrant dans la pièce où Enrique se reposait. Et le maire a appelé personnellement pour dire qu'il allait lancer un programme d'urgence pour réparer les trottoirs de la ville. Henri secoua la tête avec incrédulité. C'est incroyable comme tout a changé en 24 heures. Hier, j'étais invisible. Aujourd'hui, je suis la sensation du moment. Il y avait un mélange de gratitude et de scepticisme dans sa voix. Et le cheval, des nouvelles? Clarisse sourit. C'est le plus intéressant. Personne ne peut le retrouver. C'est comme s'il avait disparu dans la nature après avoir accompli sa mission. Une semaine après l'incident, Sao Paulo semblait être une ville différente, non seulement à cause des répercussions de l'affaire, qui continuaient à dominer les conversations et les gros titres, mais à cause d'un changement subtil et profond qui commençait à se manifester dans les rues, dans les bâtiments et, surtout, dans les gens. Texte d'Henri Sagenouillet-Sévoir, a été traduit dans des dizaines de langues et partagé par des millions de personnes à travers le monde. Des célébrités ont utilisé leur tribune pour amplifier le message. Des politiciens de tous horizons ont cité des extraits dans leurs discours. Des enseignants l'ont intégré à leur programme de cours. C'était plus qu'un phénomène viral, c'était un mouvement. Sur l'Avenida Paulista, le lieu de l'accident a été transformé en une sorte de mémorial improvisé. Des fleurs, des bougies, des affiches et des petites sculptures de chevaux blancs étaient empilées à côté de la bouche d'égout, désormais correctement recouverte et signalée. La mairie, tenant sa promesse, avait entamé un ambitieux projet de rénovation des trottoirs, en commençant par ce tronçon. Des bénévoles se sont relayés jour et nuit pour maintenir l'espace propre et organisé. Certains ont offert de l'eau et de la nourriture aux visiteurs, venus de loin pour voir le lieu du miracle, comme beaucoup l'appelaient. Enrique observait tout de loin, refusant la plupart des invitations à des interviews et à des apparitions publiques. Il préférait suivre l'évolution de la situation à la maison, protégé par sa mère et Camila, qui était devenue une présence constante dans sa vie ces dernières semaines. « Tu es sûr de ne pas vouloir participer à l'émission de Fatima aujourd'hui ?» demanda Clarisse en entrant dans la chambre de son fils avec un plateau de petit déjeuner. Ce serait une excellente occasion de parler de l'école de musique. Enrique sourit, le remerciant pour le café. « Je ne suis pas encore prête à être sous les projecteurs, maman. Je préfère que l'attention soit sur le message, pas sur moi. » Clarisse se sentait compréhensive. Elle connaissait suffisamment son fils pour savoir quand il était inutile d'insister. En parlant d'école de musique, ils ont appelé de là. Les dons continuent d'affluer. Il y a déjà une liste d'attente pour les bénévoles qui souhaitent enseigner, et une entreprise d'instruments de musique a proposé un parrainage permanent. Les yeux d'Henri brillaient d'une joie sincère. La petite école qu'il avait créée dans une salle empruntée à l'église du quartier avait toujours été l'œuvre de son cœur, une façon d'apporter de l'art et de l'espoir aux enfants qui, comme lui, se sentaient souvent marginalisés par la société. C'est merveilleux. Nous pouvons enfin agrandir l'entrepôt que nous avons vu l'année dernière. Le téléphone portable a vibré avec un message de Camila. J'arrive. J'ai des nouvelles importantes. Une demi-heure plus tard, elle entra dans l'appartement rayonnante d'excitation. Sans attendre, il s'assit au bord du lit d'Enrique et lui montra sa tablette. Elle vient d'être approuvée par le conseil municipal. La loi du cheval blanc, comme on l'appelle, établit de nouvelles normes d'accessibilité pour toute la ville et prévoit de lourdes sanctions pour ceux qui ne s'y conforment pas. Enrique prit la tablette et lut attentivement les détails de la législation. C'était ambitieux et complet, bien au-delà de ce à quoi je m'attendais. C'est incroyable.
Mais comment ont-ils réussi à approuver un projet aussi rapidement? Ce genre de projet prend généralement des années à traiter. Camilla sourit énigmatiquement. Disons que ton père a eu une certaine influence là-dessus. La mention d'Antonio fit se raidir Enrique. Il ne s'était pas parlé depuis l'incident. Antonio avait tenté à plusieurs reprises de les contacter par l'intermédiaire de Clarisse et Camilla, allant même jusqu'à leur envoyer des lettres manuscrites. Mais Enrique ne se sentait pas encore prêt pour ces retrouvailles. La blessure était trop profonde, ce geste violent n'était que l'aboutissement d'années de rejet voilé. « Mon père » demanda le sceptique. « Oui, votre père » confirma Camilla. Il a fait des pieds et des mains en coulisses, s'est entretenu personnellement avec chaque membre du conseil, a offert un soutien financier pour les rénovations et s'est engagé à adapter tous les bâtiments de Mendonça Corporaço à des normes d'accessibilité bien supérieures à celles exigées par la loi. Henri resta silencieux, absorbant l'information. Une partie de lui voulait croire que son père était sincèrement plein de remords et qu'il cherchait la rédemption. Une autre partie, plus cynique, soupçonnait qu'il s'agissait simplement d'une stratégie de relations publiques pour sauver la réputation de l'entreprise. « Il veut te voir », ajouta doucement Camilla. « Il a dit qu'il respectait ton temps, mais que lorsque tu serais prêt, il t'attendrait. » Avant qu'Henri ne puisse répondre, l'interphone sonna. Clarisse répondit et revint avec une expression perplexe. « C'est Raphaël, le livreur qui a aidé le jour de l'accident. Il dit qu'il a quelque chose d'important à montrer. » Quelques minutes plus tard, Raphaël entra dans l'appartement, visiblement nerveux d'être là. Elle portait des vêtements simples mais propres et bien repassés, comme si elle s'était habillée spécialement pour l'occasion. « Désolé de vous déranger, » dit-il en tenant son casque à deux mains, « mais je pensais que vous aviez besoin de voir ça. » Il a sorti son téléphone portable de sa poche et a montré une vidéo. Sur les images clairement capturées ce matin-là, le même cheval blanc marchait tranquillement sur une place du quartier de l'Appât. Les enfants ont essayé de s'approcher, fascinés, mais l'animal gardait une distance de sécurité, comme s'il ne voulait pas être touché. « Mon cousin travaille là-bas et il m'a envoyé ça plus tôt dans la journée », expliqua Raphaël. « J'ai pensé que ça t'intéresserait de savoir qu'il est toujours là. » Enrique a regardé la vidéo plusieurs fois, fasciné par l'image de l'animal majestueux. Il y avait quelque chose dans la posture du cheval, dans son regard, dans sa présence même, qui transmettait un sentiment de but, comme s'il n'était pas simplement perdu dans la ville mais en mission. « Merci de me l'avoir signalé, Raphaël, » dit-il finalement. « Cela me touche beaucoup. » Raphaël sourit, soulagé que sa visite ait été bien accueillie. « Il y a encore une chose, » ajouta-t-il avec hésitation. « Après ce jour-là, j'ai commencé à beaucoup réfléchir à l'accessibilité. Vous savez, en tant que livreur, je vois tous les jours à quel point la ville est hostile pour ceux qui ont des difficultés de mobilité. » Il s'arrêta, rassemblant son courage pour continuer. « Alors, avec d'autres livreurs, nous avons créé un groupe. Nous cartographions tous les endroits inaccessibles de la ville, signalant les trottoirs cassés, l'absence de rampes d'accès et les ascenseurs en panne. Nous sommes déjà plus de 200. » Enrique sentit une boule dans sa gorge. « C'est incroyable, Raphaël. » En fait, intervint Camilla, cela pourrait être parfaitement intégré dans le projet de loi Cavallo Branco, une application où tout citoyen pourrait signaler des problèmes d'accessibilité et suivre les solutions. Raphaël a terminé avec enthousiasme. Exactement. On pourrait créer quelque chose comme ça, Henri, quelque chose qui transformerait toute cette énergie en changement concret. Les yeux d'Henri s'illuminèrent à cette idée. Pour la première fois depuis l'accident, il sentit que quelque chose de vraiment significatif pouvait naître de cette expérience douloureuse, non seulement pour lui, mais pour des milliers de personnes confrontées aux mêmes obstacles chaque jour. Le même après-midi, à quelques kilomètres de là, Antonio Mendonça visitait le chantier où la statue serait érigée. La municipalité avait approuvé l'installation du monument en un temps record à l'endroit précis où le cheval s'était agenouillé. Le projet, entièrement financé par Mendonça Corporaço, serait exécuté par le célèbre sculpteur Paulo Mendes, connu pour ses œuvres alliant réalisme et symbolisme. « Je veux que ce soit parfait, »
ordonna Antonio en examinant les dessins préliminaires. Chaque détail doit être respecté. La position exacte du cheval, l'inclinaison de la tête, tout. Le sculpteur acquiesça, comprenant l'importance du projet. Quant à l'inscription sur le socle, avez-vous déjà choisi le texte? Antonio hésitait. Il avait envisagé plusieurs possibilités, consulté des rédacteurs publicitaires. Aucune ne semblait refléter fidèlement le sens de ce moment. J'envisage encore quelques options, répondit-il vaguement. En vérité, il espérait qu'Henri trouverait les mots. Ce serait un premier pas sur le difficile chemin de la réconciliation qui l'attendait. De retour à son travail au sein de l'entreprise, Antonio s'est senti transformé. Les employés ont remarqué le changement. Le patron, toujours impatient et exigeant, semblait désormais plus attentif, plus humain. Il prenait le temps de discuter, posait des questions sur les familles, écoutait les suggestions. Et, plus impressionnant encore, il avait ordonné une révision complète de toutes les politiques de l'entreprise en matière d'inclusion et de diversité. Je veux que Mendonça devienne une référence en matière d'accessibilité, a-t-il déclaré lors d'une réunion avec la direction. Pas seulement dans nos bâtiments, mais aussi dans notre culture organisationnelle. Certains cadres supérieurs ont échangé des regards sceptiques, interprétant ce changement soudain comme une stratégie marketing visant à redorer l'image de l'entreprise après le scandale. Mais d'autres, surtout les plus jeunes, y ont vu l'occasion de mettre en œuvre les changements qu'ils souhaitaient depuis longtemps. Parmi eux se trouvait Camilla, récemment promue directrice juridique. Elle était chargée de la révision des politiques internes et de la mise en œuvre des nouvelles normes d'accessibilité. Son nouveau poste lui donnait un accès direct à Antonio, lui permettant ainsi de servir de passerelle officieuse entre père et fils. « Il prend de tes nouvelles tous les jours », a-t-elle confié à Enrique lors d'une de ses visites. « Il veut savoir comment tu vas, si tu as besoin de quelque chose, si tu envisages de reprendre des études de musique. » Enrique soupira, las de la situation. « Que penses-tu que je devrais faire, Camilla ? » Une partie de moi veut croire qu'il a changé, qu'il est sincèrement désolé. Mais une autre partie se souvient de toutes ces années de déception. Camilla prit sa main dans la sienne, un geste devenu familier et réconfortant ces dernières semaines. « Je pense que tu devrais écouter ton cœur, Henri, mais je pense aussi que pardonner quand tu es prêt n'est pas rendre service à ton père, c'est se faire un cadeau à soi-même. » Henri réfléchit à ces mots tout le reste de la journée. Ce soir-là, il prit une décision, il décrocha le téléphone et, pour la première fois depuis l'incident, appela son père. Pendant ce temps, dans différents quartiers de la ville, d'autres histoires se déroulaient. Raphaël et son groupe de livreurs avaient obtenu le soutien d'une start-up technologique pour développer l'application de cartographie d'accessibilité. L'école de musique d'Enrique, désormais dotée de ressources importantes, se préparait à déménager dans des locaux plus grands, où elle pourrait accueillir 3 fois plus d'enfants. La municipalité a annoncé la création d'un service dédié exclusivement aux questions d'accessibilité et d'inclusion. Et silencieusement, un cheval blanc continuait d'être aperçu dans différents quartiers, toujours pour de brefs instants, gardant toujours ses distances, comme un mystérieux rappel de quelque chose d'important que la ville avait presque oublié. 2 semaines après le premier appel, Enrique accepta enfin de rencontrer son père. Il choisit un lieu neutre, le parc d'Ibirapura, où ils avaient l'habitude de se retrouver lorsqu'il était enfant, avant que la vie et les choix ne les séparent. Il arriva tôt, installant son fauteuil roulant près du lac, profitant de la tranquillité relative d'un dimanche matin. Antonio arriva ponctuellement, vêtu d'une tenue décontractée au lieu de son costume habituel, une rareté qui ne passa pas inaperçue auprès d'Enrique. Pendant quelques instants, ils restèrent assis en silence, observant les canards glisser paisiblement sur l'eau. Ce fut Antonio qui prit la parole le premier. « Je ne sais pas par où commencer, » admit-il, la voix rauque, sous l'effet d'une émotion contenue. « Peut-être au début, » suggéra Henri. « Pourquoi n'as-tu jamais pu m'accepter tel que je suis ?» La question directe prit Antonio par surprise. Il s'attendait à commencer par des excuses et des promesses de changement, mais son fils voulait la vérité. Et après tant d'années de fuite, il méritait au moins cela.
Parce que tu me rappelles mon plus grand échec, répondit-il finalement. Pas en tant que père, mais en tant qu'être humain. Te voir en fauteuil roulant, jour après jour, à lutter contre des obstacles que je ne pouvais surmonter, malgré tout mon argent et mon pouvoir. Je me suis senti impuissant, et je déteste me sentir ainsi. Henri assimila ces mots, reconnaissant en eux une honnêteté que son père démontrait rarement. Ce n'était donc pas de la colère contre moi, c'était de la colère contre la situation. C'était de la colère contre moi-même, corrigea Antonio, de ne pas savoir comment gérer ça. De ne pas être le père dont tu avais besoin. Un autre moment de silence suivit, moins tendu que le premier. Une légère brise agitait la surface du lac, créant de petites ondulations reflétant la lumière du soleil. Ce cheval, commença Antonio avec hésitation, je ne peux pas arrêter de penser à lui, à ce qu'il a fait. Il s'est agenouillé, a ajouté Enrique. Oui, il s'agenouilla. Un animal sans raison, sans parole, a fait ce que moi, son propre père, je n'ai jamais été capable de faire. Il a fait preuve de plus d'humanité que moi. L'émotion a finalement brisé la barrière du confinement et des larmes silencieuses ont commencé à couler sur le visage d'Antonio. Enrique, surpris par cette démonstration de vulnérabilité sans précédent, ne sut pas immédiatement comment réagir. Il tendit la main et toucha le bras de son père dans un geste hésitant de réconfort. « Nous avons encore le temps, dit-il simplement. 6 mois se sont écoulés depuis ce jour fatidique sur l'Avenida Paulista. La ville, toujours plongée dans son rythme effréné de transformation et d'oubli, avait désormais un autre visage. Non seulement grâce aux trottoirs rénovés, aux rampes d'accès à chaque coin de rue et à la signalétique inclusive, mais aussi grâce à un changement de comportement collectif, moins tangible et plus profond. Les gens offraient leur aide sans la moindre pitié. Les automobilistes s'arrêtaient respectueusement au passage piéton. Les commerces rivalisaient d'accessibilité. C'était comme si un voile se levait, permettant à chacun de voir ce qui avait toujours existé, la dignité inhérente à chaque être humain, quelles que soient ses limites. Au cœur de l'Avenida Paulista, là où tout a commencé, se dressait désormais la statue grandeur nature d'un cheval blanc, majestueusement agenouillé, la tête légèrement inclinée, suggérant compassion et sagesse. À côté, un fauteuil roulant vide, symbolisant non pas l'absence, mais la présence invisible de tant de personnes. Sur le socle en marbre noir, les mots choisis par Henri, celui qui s'agenouille avec compassion relève une ville entière. Le monument est rapidement devenu un monument emblématique de Sao Paulo. Les touristes prenaient des photos, les couples échangeaient leurs vœux d'amour, les militants organisaient des veillées pour les droits de l'homme. C'était plus qu'une œuvre d'art. C'était un rappel, un appel, une prise de conscience, une nouvelle façon de voir le monde. Ce dimanche matin ensoleillé, Enrique s'approcha de la statue, accompagné de Camila. Au cours des derniers mois, ce qui avait commencé comme une amitié et une admiration mutuelle s'était transformé en une relation profonde. Camila, avec sa détermination et sa sensibilité, a trouvé en Enrique un partenaire qui l'a stimulé intellectuellement et touché émotionnellement. Enrique, à son tour, a trouvé en elle non seulement une alliée dans ses causes, mais quelqu'un qui le considérait pleinement, sans filtre de pitié ni de protectionnisme. Je suis toujours aussi ému à chaque fois que je viens ici, avoua Camila en serrant doucement la main d'Enrique. Il était tout aussi ému à la vue du monument. C'est étrange de penser que tout cela a commencé par un moment aussi douloureux. Autour d'eux, la place nouvellement ouverte, officiellement nommée place de la Compassion mais affectueusement appelée place du Cheval Blanc par les habitants de Sao Paulo, était animée. Les enfants ont joué sur les équipements adaptés de l'aire de jeux inclusive. Un groupe de jeunes en fauteuil roulant s'est entraîné à des manœuvres dans un espace spécialement conçu pour eux. Des artistes de rue se sont produits dans un petit amphithéâtre, où le public mélangeait des personnes avec et sans handicap en parfaite harmonie. Regardez qui arrive, a souligné Camila. Antonio s'approchait par le chemin principal, accompagné de Clarisse. Tous deux discutaient avec animation, avec une familiarité qui surprenait quiconque connaissait l'histoire de l'ancien couple. Ils ne s'étaient pas reconnectés de manière romantique, mais l'expérience partagée des derniers mois les avait reconnectés d'une manière inattendue. « Désolé pour le retard »,
dit Antonio en les rejoignant. La circulation est impossible avec le festival de l'accessibilité qui occupe la moitié de l'avenue. Enrique sourit. Ironique, n'est-ce pas? Un événement sur l'accessibilité qui engendre des embouteillages. Tout le monde rit. La tension qui caractérisait autrefois leur rencontre a laissé place à une nouvelle dynamique, encore en construction, mais prometteuse. La relation entre père et fils n'était pas complètement guérie. Les blessures profondes guérissent rarement sans laisser de cicatrices. Mais de réels progrès avaient été accomplis. Antonio avait appris à écouter, Enrique a pardonné. Tous deux avaient découvert que le respect mutuel, même tardif, pouvait ouvrir des portes que le ressentiment avait tenues fermées pendant des années. Raphaël m'a envoyé un message, a déclaré Enrique en consultant son téléphone. L'application a déjà cartographié plus de 5000 points d'accès sans fil dans la ville et près de 2000 ont déjà été résolus. C'est une avancée incroyable. L'application Ajoel Veja, développée en partenariat avec l'équipe technologique de Mendonça Incorporação, est devenue un succès national. Tout citoyen était autorisé à photographier et signaler les problèmes d'accessibilité urbaine, et à suivre en temps réel les solutions mises en œuvre par le gouvernement et les entreprises partenaires. Des versions étaient déjà en cours d'adaptation pour d'autres capitales brésiliennes, et le projet suscitait même un intérêt international. L'école de musique est-elle prête à ouvrir? A demandé Clarisse, qui avait participé activement à l'expansion du projet de son fils. Tout est prêt, confirma Enrique avec enthousiasme. 50 nouveaux élèves commencent la semaine prochaine. Grâce aux sponsors, nous avons pu fournir des instruments à tout le monde. L'Institut du Cheval Blanc, comme s'appelait désormais l'école de musique fondée par Enrique, était devenu un véritable centre culturel. Outre des cours de musique pour les enfants défavorisés, l'école proposait des ateliers de théâtre, de danse adaptée, d'art visuel et de technologie. Elle occupait désormais un bâtiment entier, offert par Mendonça Incorporação et entièrement rénové pour devenir un modèle d'accessibilité et d'inclusion. Tu as vu les derniers sondages? Demanda Antonio, visiblement fier. São Paulo a gagné 20 places dans le classement mondial des villes accessibles et, plus impressionnant encore, 78% des nouveaux projets immobiliers de la ville incluent l'accessibilité comme une priorité, et pas seulement comme une obligation légale. Camila l'a ressenti et a ajouté, et la loi du cheval blanc sert de modèle à la législation fédérale. Si elle est approuvée, elle transformera la réalité de millions de Brésiliens handicapés. C'était surréaliste pour Enrique de penser à l'impact que ce terrible moment avait fini par générer, comme si l'univers, dans sa mystérieuse sagesse, avait transformé sa plus grande humiliation en son plus grand dessein. Ce n'était pas une compensation. Rien ne pouvait effacer la douleur de ce jour-là, mais c'était une puissante réaffirmation de ma signification. J'ai entendu dire qu'il y avait eu une autre observation hier, commenta Clarisse, changeant subtilement de sujet. Où cette fois-ci? Demanda Henri, immédiatement intéressé. Dans le parc du Trianon. Toute une famille l'a vu se promener parmi les arbres. Lorsqu'ils ont essayé de s'approcher, il a disparu. Le mystère du cheval blanc continuait d'intriguer la ville. Au cours des 6 mois qui suivirent l'incident, des centaines d'observations furent signalées dans différents quartiers. Toujours le même animal, majestueux, sans marque ni harnais, impossible à capturer ou même à approcher. Les experts avaient essayé des explications rationnelles, un animal qui s'était échappé d'une terre lointaine, un cheval appartenant à un propriétaire excentrique qui l'avait laissé errer librement, voire des théories sur un groupe de chevaux similaires qui avaient été confondus par la population. Mais pour beaucoup, y compris Enrique, l'explication rationnelle importait moins que la signification symbolique. Le cheval, réel ou imaginaire, était devenu une icône, un rappel vivant du pouvoir transformateur de la compassion. Crois-tu qu'il est toujours là? Ou ces histoires sont-elles simplement alimentées par le besoin de croire en quelque chose de plus grand? Demanda Camila, toujours la voix de la raison pragmatique au sein du groupe. Henri réfléchit un instant. Je ne pense pas que cela ait d'importance. En fait, ce qui compte, c'est ce qu'il a éveillé en nous, la capacité de voir au-delà des apparences,
de nous connecter à quelque chose de plus profond que nos différences. Antonio, qui s'aventurait rarement dans des discussions philosophiques, a surpris tout le monde. Je l'ai revu. Le saviez-vous? 3 paires d'yeux se tournèrent vers lui avec incrédulité. Quand? Demanda Clarisse. Avant-hier, j'étais seul au bureau, il était déjà minuit passé. J'ai regardé par la fenêtre et il était là, debout sur le trottoir devant l'immeuble, me regardant droit dans les yeux. Il s'est arrêté, comme s'il choisissait soigneusement ses mots. L'espace d'un instant, j'ai été absolument certain que ce n'était pas un animal ordinaire. Il y avait quelque chose dans ses yeux, une conscience, une présence, comme s'il savait exactement qui j'étais et ce que j'avais fait. Et qu'as-tu fait? Demanda Enrique, fasciné par l'histoire. J'ai essayé. Je suis sorti en courant dans la rue, voulant, je ne sais pas, le remercier, peut-être, mais quand je suis arrivé, il avait déjà disparu. C'est tout ce que j'ai trouvé. Antonio sortit de sa poche une seule crinière blanche, brillante comme de l'argent au soleil. Il le remit à Henri avec une solennité qui contrastait avec son pragmatisme habituel. J'ai pensé que je devais rester avec toi. Enrique tenait la crinière entre ses doigts, sentant une émotion inexplicable parcourir son corps. Ce n'était qu'une mèche de cheveux, elle aurait pu appartenir à n'importe quel cheval, mais à ce moment-là, elle semblait contenir toute la magie et le mystère qui avaient transformé leur vie. Merci, murmura-t-il en plaçant soigneusement le cadeau dans la poche de sa chemise. Il faut qu'on y aille, rappela Camilla en regardant sa montre. L'interview télévisée est dans 1 heure et les embouteillages ne vont pas s'améliorer. L'interview était importante. C'était la première déclaration publique importante d'Enrique sur ce qui s'était passé. Il avait refusé des dizaines d'invitations au cours des mois précédents, préférant travailler dans l'ombre. Mais maintenant, alors que l'Institut est sur le point d'ouvrir et qu'une législation fédérale est en discussion, il a estimé qu'il était temps d'utiliser sa voix plus directement. Vous y allez en premier, décida Henri. Je veux rester ici quelques minutes de plus. Camilla hésita, inquiète du temps, mais comprit le besoin d'Enrique d'avoir un moment seul. Il l'embrassa affectueusement avant de suivre Antonio et Clarisse vers la voiture. Seul devant la statue, Henri s'autorisa un moment de profonde réflexion. Il y a 6 mois, sa vie semblait définie par des limites, le fauteuil roulant, la relation difficile avec son père, les barrières physiques et sociales auxquelles elle était confrontée quotidiennement. Or, paradoxalement, la chaise même qui symbolisait ces restrictions était devenue un véhicule de sens et de transformation. « Où que tu sois », murmura-t-il au cheval de la statue, comme s'il s'adressait au vrai. « Merci de t'être agenouillé alors que tout le monde regardait. » Une douce brise faisait bruisser les feuilles des arbres autour de la place, comme un soupir de la ville elle-même, répondant à ses remerciements. Enrique sourit, tournant sa chaise pour se diriger vers l'avenir qui l'attendait. Alors qu'il s'éloignait, il ne remarqua pas la silhouette qu'il observait depuis le coin opposé. Un homme grand, aux cheveux gris et aux yeux profondément sages. Si Henri avait regardé de plus près, peut-être aurait-il remarqué quelque chose de familier dans ce regard, quelque chose qui lui rappelait les yeux du cheval blanc. Mais l'homme disparut bientôt dans la foule, ne laissant derrière lui qu'une traînée de mystère. Et le sentiment que certaines histoires ne se terminent jamais vraiment, elles se transforment simplement en de nouvelles versions d'elles-mêmes. Dans les semaines et les mois qui ont suivi, Sao Paulo a continué son évolution. L'Institut du Cheval Blanc s'est étendu à d'autres villes. La loi fédérale sur l'accessibilité universelle a été approuvée à l'unanimité par le Congrès. Antonio Mendonça, à la surprise de beaucoup, s'est progressivement éloigné de la gestion directe de ces entreprises pour se consacrer à des projets sociaux. Enrique et Camilla ont renforcé leur partenariat, tant personnel que professionnel, devenant des voix respectées dans le mouvement pour l'inclusion et la dignité. Quant au cheval blanc, les observations sont devenues plus rares au fil du temps, mais n'ont jamais complètement cessé. Chaque fois que la ville semblait oubliée, chaque fois que l'indifférence menaçait de revenir, quelqu'un jurait avoir vu un magnifique animal blanc marcher tranquillement entre les gratte-ciel et le béton. Un rappel silencieux que même dans les jungles de béton, la compassion peut s'épanouir lorsque quelqu'un, n'importe qui,
a le courage de s'agenouiller et de vraiment voir l'autre. À l'occasion du premier anniversaire de l'incident, une cérémonie spéciale a eu lieu à Compassion Square. Autorités, célébrités, militants et citoyens ordinaires se sont réunis pour célébrer les changements réalisés et renouveler leur engagement en faveur d'une société plus inclusive. Enrique, en tant qu'orateur principal, a terminé son discours avec des mots qui ont capturé l'essence de tout ce qu'ils avaient vécu. Le véritable miracle n'était pas le cheval blanc qui s'agenouillait ce jour-là. Le véritable miracle est que grâce à ce geste, nous avons tous appris à voir à nouveau. Nous avons appris que s'agenouiller n'est pas une soumission, mais l'acte le plus profond de l'humanité. C'est reconnaître que nous sommes tous connectés dans notre vulnérabilité et dans notre force. Il faut comprendre que lorsque l'un de nous tombe, nous tombons tous un peu. Et quand l'un de nous se lève, il se lève vraiment. Avec dignité et détermination, la ville entière, le pays entier, le monde entier peuvent s'élever ensemble. Se lever. Alors qu'il terminait son discours, une salve d'applaudissements spontanés résonna sur la place. Et certains juraient, bien que personne ne puisse le prouver, qu'au moment même où les applaudissements atteignaient leur paroxysme, un hennissement lointain se faisait entendre, comme si le cheval blanc lui-même était quelque part, approuvant ces paroles de sa présence mystérieuse et éternelle. Chers auditeurs, nous espérons que l'histoire d'Henri et du cheval blanc a touché vos cœurs. Pour poursuivre ce voyage d'émotion et de réflexion, nous vous avons préparé une playlist spéciale avec des récits tout aussi captivants. Retrouvez-le ici en cliquant à gauche. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'aimer la vidéo. Chaque jour, nous vous proposons des histoires uniques qui explorent la complexité de la vie et nous invitent à voir le monde avec plus de compassion. Qu'avez-vous pensé du résultat entre Enrique et Antonio? Croyez-vous que le cheval blanc était vraiment un être mystique ou juste une coïncidence? Partagez vos opinions dans les commentaires. Nous sommes impatients d'entendre vos points de vue.